ces gangs-là, il y a un côté sociologique là aussi, qui se sont développés dans des communautés. Exactement. Alors, il y a plusieurs... C'est multifacteur. Parce que là, ils vont recruter à 14 ans, à 13 ans, à 15 ans. On fait quoi? Il faut être présent. Puis quand je dis il faut être présent, nous, à Montréal, on est une métropole, on est la seule au Québec. On vit des choses que personne d'autre vit. C'est pour ça qu'il faut modeler nos tactiques, il faut modeler nos interventions policières. C'est pour ça qu'on a mis en place des trucs comme les collectifs. Les collectifs, ce qui est bien intéressant, c'est nos équipes qui faisaient de la répression auparavant, ils ont été jumelées avec des équipes de prévention où ce que le balancier est entre les deux. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la dissuasion ciblée auprès de nos jeunes, où ce qu'on va décider, bien, ce petit jeune-là de 14 ans, 12 ans, 13 ans a besoin de quoi présentement, a peut-être plus besoin de prévention que de répression. C'est un problème sociétal. Comme si, entre blanc et non-blanc, il y avait 2 poids, 2 mesures. Ça n'a jamais été vraiment pour faire mal à quelqu'un, plus pour par protection. C'est quand les gens te menacent de tirer des balles, de faire certaines affaires à ta famille, tu veux les protéger, puis un fusil, c'est facile. S'il y a des gens, ils nous aiment pas parce qu'on vient de certains endroits, de certains quartiers, ils arrivent à trouver ton adresse, t'es qui, ta famille, puis ils viennent devant chez toi en voiture la nuit. Je veux protéger ma famille, je veux protéger ce que j'ai autour de moi. J'ai trop entendu d'histoires bizarres autour de moi. Des gars qui se sont tirés dessus, des mères qui prennent des balles perdues, des affaires comme ça. Tu comprends, il y a des gars qui réfléchissent pas, puis il y a tout le monde, c'est vraiment être... Grande lacune. C'est fini le temps, selon moi, avec la société d'aujourd'hui où on peut juste remettre une tablette à un enfant de 6 ans et lui dire « Vas-y, mon grand, fais ce que tu veux. » Voir, tu sais, genre, ma mère, elle ouvre la porte, elle dit « Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, tu sais, qu'est-ce que vous faites devant chez moi ?» Puis ils répondent pas, ils rentrent dans la maison. À 14 ans, je marche dans la rue, pour aucune raison. Ils vont venir sur moi, fouiller ma sacoche, je me cambre, je sais pas apprendre. J'ai eu plein de problèmes avec eux, me faire battre par eux, me faire insulter par eux, maltraiter pendant 2 jours, 48 heures. Mettons, les menottes, ça va être comme au point de me couper la circulation. Là, c'est une affaire de comme si, vous les Noirs, vous êtes toujours en train de causer des problèmes dans la ville. L'affaire des Noirs, ça ressemble tous. Puis ils ont lancé la nourriture par terre. C'est vraiment genre juste me faire sentir comme un chien. Puis ils ont réussi, comme j'étais brisé à la fin. J'étais plus capable d'endurer cette merde-là. Ce qui m'aurait pris pour ne pas rentrer dans tout ce que j'ai fait, c'est seulement l'amour puis l'argent. Le dénominateur commun, quand on parle de l'enjeu de violence armée, c'est le sentiment d'injustice, le sentiment des inégalités sociales. Pourquoi moi, j'ai rien, puis eux, ils ont tout? Ça mangeait. C'était au point de, littéralement, souffrir le ventre vide pendant 2-3 jours facile, jusqu'à ce que je remarque que c'était pas normal pour un enfant de vivre ça, puis d'essayer de se démerder pour avoir ne serait-ce qu'un minimum d'argent, puis de le faire à la place de mes parents. Maintenant, j'allais au dépanneur, je volais au dépanneur, tu dois faire à manger ou des snacks. Ben, j'allais voler, je faisais quelques petits coups, puis je faisais un peu d'argent pour moi manger pour la semaine. Quand ma mère était toute seule, on n'a pas vécu la meilleure vie, là, quand le gars qui mangeait pas, c'était moi, là. J'avais faim, puis je voulais que personne autour de moi monte rien. Je suis pas très proche de mon père. Quand j'étais petit, ben, il travaillait, il commençait à 5 h du matin, puis il revenait à 3 h du matin. Si on aurait eu l'argent, on vivrait pas dans le même quartier, n'importe où d'autre qu'ici. J'aurais une ville différente. Une aurait à côté, ça aurait tout changé. Si le jeune sent qu'il peut pas parler à ses parents, qu'il peut pas s'ouvrir, ben, il va aller voir d'autres personnes pour le faire. D'avoir cette ouverture-là au dialogue et à la communication avec son jeune, ça peut permettre de garder les liens suffisants pour éloigner son jeune de ce milieu-là. Jeunes qui vont être beaucoup en recherche de sensations fortes et d'adrénaline. Pour certains jeunes, ça va se manifester en je vais m'inscrire dans la troupe de théâtre. Je me mets en position de vulnérabilité, j'ai mon boost d'adrénaline, mais pour certains jeunes, en fait, c'est la criminalité qui va répondre à ce besoin d'adrénaline-là. Fait que c'est certain quand on mélange tout ça, des jeunes avec un grand besoin d'adrénaline à laquelle la criminalité répond, un sentiment de toute puissance qui peut des fois se manifester par oui, mais moi, je me ferai pas arrêter, moi, je suis plus intelligent que la police. Mais c'est sûr que quand on prend tout ça, à ça, on ajoute un peu le besoin d'appartenance, le sentiment de valorisation, puis qu'on leur donne une arme à feu, ça se peut que ça finisse mal. Aux en dessous. Dans la tête des gens, quand on parle de criminalité, ben, ce qu'eux, ils voient, c'est des jeunes noirs, les arabes, les hispanophones. La criminalité, pour moi, elle n'a pas de couleur. C'est n'importe qui peut être un criminel. Moi, quand j'interviens auprès des jeunes, ben, j'interviens auprès
de personnes, d'êtres Un humain. humains. Tu comprends? Donc, j'interviens pas auprès d'un criminel. En les étiquetant comme ça, ben souvent, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va juste les garder dans le même carcan dans lequel ils sont, puis qu'ils vont jamais sortir de ce carcan-là. Pourquoi? Parce que tout le monde les regarde comme des criminels. Les gens internalisent les étiquettes qu'on leur appose, c'est sûr. Je refuse de croire que pour la plupart des gens, ils veulent commettre du tort, ils veulent s'impliquer dans de la violence. Pour moi, c'est toute une question qui va bien au-delà de l'individu. Autant que ça peut paraître comme quelque chose de super complexe, de penser à des enjeux systémiques, je pense que ça a aussi tout un côté inspirant parce qu'on a tous et toutes un rôle à jouer. Je pense pas qu'on va trouver la solution dans la répression tout le temps. Je pense qu'on va trouver la solution lorsqu'on va impliquer nos familles à travers tout ce qui est en train de se passer. Parce que, veux pas, nos familles sont en détresse présentement lorsqu'ils ont des jeunes qui décèdent. Ben, c'est les frères qui écopent, c'est les mères qui écopent, c'est les pères qui écopent. Donc, c'est des communautés entières qui sont touchées par ce genre de décès-là. Bonjour Fabrice, bienvenue à télémontréal.com. Merci. Parlez-nous de votre projet. Donc, mon projet se focalise précisément sur l'adhésion des jeunes afro-québécois auprès des gangs de rue à Québec. C'est un sujet très préoccupant qui touche notre société parce que on voit à travers les nouvelles que toujours des citoyens qui sont victimes de ces violences armées. Mais ce qui m'a aussi attristé, c'est que les recherches scientifiques ont remarqué que pas seulement à Montréal-Nord ou à Rivière-des-Prairies, mais tout le Québec, que la plupart des gangs de rue au Québec sont majoritairement noirs. Étant moi-même un jeune haïtien noir qui vit à Québec, cela m'a beaucoup touché. Surtout aussi quand j'ai entendu l'histoire du premier gang de rue haïtien à Montréal qui s'appelle les Bélangers et dont leur principal but c'était de combattre le racisme et les brutalités policières. Donc j'ai voulu en apprendre plus sur le sujet afin de sensibiliser mes auditeurs, plus particulièrement les jeunes. Qu'est-ce qu'un gang de jeunes afro-québécois? Un gang de rue, c'est un groupe de 3 personnes minimum, composé seulement de jeunes adultes ou d'adolescents qui partagent une caractéristique commune. Ça peut être leur race, leur culture ou leurs valeurs et dont leurs principales activités sont majoritairement criminelles. Quels sont les facteurs de risque liés à l'adhésion aux gangs de jeunes? Donc, d'après mes ressources scientifiques, le premier facteur de risque, c'est un manque d'encadrement familial. Car le fait que ces jeunes vivent dans un climat monoparental, c'est-à-dire que la mère doit travailler deux fois plus fort pour subvenir aux besoins des enfants. Et donc, elle n'a pas vraiment le temps d'accompagner le jeune durant son parcours, ce qui fait qu'il est livré à lui-même. Puis, il faut aussi préciser que les parents parfois sont déjà dans un climat d'alcool, de drogue et de violence, et cela va avoir une influence négative sur le jeune. Le deuxième facteur de risque, c'est le racisme ou la stigmatisation territoriale. Lorsque les jeunes se sentent stéréotypés, lorsqu'ils se sentent brutalisés par les policiers, lorsqu'ils se sentent rejetés, lorsqu'ils se sentent jugés par la société, donc cela va baisser leur estime de soi, car ils vont penser qu'ils n'ont pas d'opportunités légitimes pour avancer dans la société. On peut prendre aussi exemple sur des jeunes qui ont témoigné qu'ils ne pouvaient pas trouver d'emploi à cause qu'ils habitent à Montréal-Nord. Lorsque les gens voient adresse de Montréal-Nord, ils ne veulent pas prendre le CV. Ensuite, le troisième facteur de risque, c'est l'influence des pairs et dynamiques culturelles. Lorsque tu as un faible estime de soi et que tu vois que tout ton groupe d'amis adhère à une cause, toi aussi tu veux adhérer à cette cause. Et en ce qui concerne la dynamique culturelle, il y a une analyse scientifique qui a été faite que la plupart des jeunes noirs écoutent un style de musique qui s'appelle le gangsta rap. Il y a plusieurs artistes noirs qui sont dans ce style de musique, mais le problème, c'est que ça véhicule souvent des messages négatifs, comme des femmes qui sont des objets, la prostitution, la violence et la drogue. Et ça va avoir une influence négative sur les jeunes noirs. Ensuite, quatrième, c'est le développement numérique. Ce n'est pas le développement numérique le problème, mais c'est surtout la façon que les jeunes l'utilisent. Parce que, par exemple, les recrutements des gangs ou l'exploitation sexuelle qui se font plus discrètement à cause de l'accès à la technologie. Puis finalement, le cinquième facteur de risque, c'est l'étape psychologique des jeunes. Parce qu'on a vu qu'il y avait certains jeunes afro qui avaient déjà des tendances sociopathiques et des tendances violentes avant même d'entrer dans un gang de rue. Parlez-nous du cheminement vers l'adhésion à un gang et le désistement à un gang. Donc, le processus d'affiliation se fait à travers des réseaux de connaissances. Ça peut se faire à travers un ami, à travers un grand frère ou à travers un cousin. Puis aussi, j'ai découvert que la plupart, on a vu que 90% des afros qui sont dans un gang, ils sont de leur plein gré. Ce qui veut dire que ce n'est pas
ils ne sont pas forcés à aller dans ce mode de vie. Puis aussi, on a vu aussi que la plupart, les gangs à Montréal sont beaucoup plus structurés. Il y a une hiérarchie beaucoup plus claire que ceux qui sont à Québec. En ce qui concerne la désaffiliation, ça peut se faire pour plusieurs raisons. Des jeunes peuvent quitter le gang à cause parfois des obligations familiales, à cause d'un événement traumatisant dans leur vie, ou aussi à cause parfois aussi un changement de vision de la vie. Et ça se fait sans répercussion la plupart du temps. Que faisons-nous pour prévenir l'adhésion aux gangs de jeunes? Donc les interventions à privilégier, c'est d'abord faire des programmes d'activités où ils peuvent développer un sentiment d'appartenance pour combler ce vide familial de façon saine, comme les inscrire dans des équipes sportives ou aussi avoir un mentor qui les accompagne dans leur parcours. Aussi, accompagner les familles, parce que le fait que les familles sont galères économiquement et n'ont pas le temps de s'occuper des enfants, lorsque tu commences à aider les parents, indirectement, tu aides les jeunes. Ensuite, identifier les besoins et les passions des jeunes. C'est-à-dire qu'on a vu que certains jeunes avaient besoin de l'argent, d'autres avaient besoin d'un emploi. C'est-à-dire que faire des formations d'emploi ou aussi les aider à avoir un soutien scolaire pour avancer. Puis aussi, à travers l'éducation, faire des ateliers éducatifs pour mettre en connaissance les stratégies de recrutement que les gangs font auprès des jeunes. S'il y a une chose à ajouter, Fabrice, c'est quoi? S'il y a une chose à ajouter, c'est que j'aimerais dire vraiment les raisons pour lesquelles les jeunes entrent dans un gang. Le premier, c'est vraiment à cause de l'argent facile, parce que le fait qu'ils vivent dans la pauvreté et qu'ils voient leur famille galérer, donc ils ont besoin de trouver un accès facile à l'argent. Ensuite, la protection. Lorsque tu vis dans un quartier dangereux où tu peux te faire assassiner à chaque instant, ou des membres de ta famille te faire assassiner à chaque instant, eh bien, tu as besoin de protection. Et finalement, besoin d'adhérer à une famille qui est pas le moins important, parce que lorsque tu as ce vide familial qui est chez toi, eh bien, tu as besoin de combler ce vide à travers un groupe. Donc, finalement, la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est que le problème des gangs de rue est un problème qui est sociétal. C'est-à-dire que toutes les victimes ou les gens qui se font influencer par ces gangs de rue, ça peut être votre frère, ça peut être votre sœur ou votre cousin. Donc, c'est ça que je demande à tous mes auditeurs de pouvoir être sensibilisés à travers ce sujet pour aussi de pouvoir contribuer, car ensemble, on peut combattre ce phénomène. Merci. Merci Fabrice Delis. Merci.